Donc j'ai 8 fois 120 secondes pour vous dire que la construction positive, c'est de la dynamique pour Novabuild pour les 10 années qui viennent. Donc en fait, on l'a vu cet après-midi, on vit un véritable changement de paradigme. À la fois, nous sommes questionnés sur l'approche globale. Aujourd'hui, dans nos métiers, on ne pourra plus construire comme avant. On est obligé de construire en prenant en compte tous les critères urbains, les critères humains, les critères énergétiques, techniques, etc., environnementaux, bien entendu. On est aussi questionné, on en a échangé cet après-midi, sur les enjeux stratégiques majeurs devant nous pour préserver les ressources, pour préserver l'environnement, le biotope, et aussi pour faire ce qu'on peut sur la maîtrise du climat. Et là, les réponses qu'on est censé essayer d'apporter sont stratégiques et cruciales pour la suite, pour nos métiers, pour nos villes et plus largement la planète. Et enfin, un troisième changement majeur, c'est cette approche par l'usage, où là, on a aussi changé dans nos métiers. On est aujourd'hui en train de concevoir avec et pour les utilisateurs, et de plus en plus, ils viennent dans nos projets dès le départ. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui, pompeusement, le design thinking, l'approche avec l'écoute de l'aspiration de nos futurs utilisateurs et des bénéfices qu'ils pourraient en attendre. Donc juste une petite balade dans du visuel, il ne va pas y avoir de texte, ça va être que des images, donc on est tous fatigués, ça va être plutôt une petite balade sur une notion que vous connaissez tous, la construction durable. Et je vous propose que si la construction est positive, de dire que ce qui était le social, on va appeler ça la construction active, c'est-à-dire que c'est une construction qui est positive pour les gens. Naturellement, cette construction amène du positif pour les gens. Ensuite, on va parler pour ce qui est de l'environnement, de la construction adaptative. C'est la construction qui va s'adapter aux problèmes environnementaux qu'on a devant nous. Et enfin, troisième notion, si effectivement le bâtiment est plutôt producteur de richesse que créateur de coûts, on parlera de la construction productive. Et si les trois se réunissent, la construction devient positive. En construction active, vous avez tous vu dans Réinventer Paris, ces programmes en fait ont livré quelques images assez intéressantes. On a aussi travaillé sur le Solar Décathlon sur ces sujets-là. Ce qui était vraiment très intéressant sur Réinventer Paris, c'est qu'on a enfin fait venir les utilisateurs, les gens qui vont habiter, les gens des quartiers. C'était le critère du concours Réinventer Paris. Et là, la construction, dans ces cas-là, quand on le fait rentrer les utilisateurs à l'intérieur de nos systèmes conceptuels, elle peut devenir vraiment positive. On voit aujourd'hui dans les usages de nouvelles pratiques, notamment transgénérationnelles, sur le comment habiter, le comment partager, etc. Une autre notion qui est apparue assez récemment, c'est le wiki building. Cette façon de dire, on ne va plus concevoir uniquement dans son coin. On va essayer de partager les choses avec un maximum de gens autour de nous pour créer des projets. Alors soit d'autoconstruction, là on met des plans sur Internet, les gens les améliorent, ils construisent ça chez eux, il y a le chien qui se balade. Ou alors la construction aussi, ça c'est une réponse au Grand Paris, on fait travailler les gens autour des projets et ils viennent agréger des idées. Et là, la construction à nouveau peut devenir extrêmement positive. La transition numérique est là aussi, vous le savez bien. Ce qui est assez positif, c'est que finalement, les calculs incroyables que vont faire nos smartphones, ce n'est pas eux qui les font, sinon ils seraient énormes, ils ne tiendraient pas dans nos poches. La construction est positive parce qu'à distance, on a des clouds qui vont calculer. Et chez soi, on va pouvoir éventuellement profiter davantage de maîtriser certains éléments en termes de consommation, en termes de surveillance, en termes de services rapportés dans la construction. Là, je vous parle aussi de cette construction pour l'humain. Je fais un petit clin d'œil à Marika, merci pour la diapo. Cette idée de comment on fait pour agréger cette positivité dans les projets. Et aujourd'hui, il y a des méthodes pour faire travailler les gens et il y a des expériences assez incroyables. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir Marika, elle travaille ce sujet-là, où les gens viennent apporter des idées et les projets ne sont pas comme ils auraient été si les gens n'arrivent pas à travailler dessus. Aussi cette façon de coworking, ces espaces où on va créer ensemble de la valeur, où on va mélanger de façon transfilière. Et là, à Darwin, par exemple, à Bordeaux, on est dans ce genre de foisonnement transgénérationnel aussi, dans la façon de créer. Il y a beaucoup de bureaux d'études, des architectes qui travaillent là. Cette construction aussi, elle peut être positive au sens qu'elle est commutante. Il y a une forme de mutation. On parlait du bâtiment mutant, a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le bâtiment pourrait être un organisme. On pourrait avoir des espaces qui bougent dans le temps. On pourrait aussi avoir profiter d'usages qu'on n'imagine pas dans un bâtiment en déplaçant ses façades au vide en fonction de la météo, en fonction du temps. Et là, le bâtiment, il est positif parce qu'il nous amène plus d'usages, plus de confort.
On peut aussi avoir des espaces qui changent. On peut avoir un bureau la journée, on peut avoir une chambre, et ce bureau, il avance au vide. Ça peut être une chambre la nuit, parce qu'on va mutualiser les espaces, parce qu'aujourd'hui, le foncier est très cher. Cette histoire de mutabilité, elle est aussi complètement dans l'aménagement intérieur. C'est le bâtiment positif au sens que les aménagements intérieurs amènent du plus. On n'a rien à faire de plus qu'utiliser ce qui est amené. Et la construction d'un escalier peut devenir un rangement, un bureau peut devenir un lit, un séjour peut devenir une chambre. Et puis on a aussi cette transformation des usages et cette fameuse résilience. Construire positif, c'est aussi construire avec de la résilience. Il n'y a rien de plus à faire que de mettre plus d'intelligence. Et après, c'est positif. On peut changer d'usage. Un bureau peut devenir un logement peut devenir un bureau. Un peu plus fou encore, des constructions qui vont suivre de façon héliotropique le soleil. Ça, c'est un projet d'un Américain un peu allumé, David Fisher. C'est une tour qui est possiblement construite demain à Dubaï, où les éléments vont suivre la course du soleil. Cette idée aussi du positif, c'est finalement, on remet du biotope dans la ville. Ce qui est positif, c'est que la santé des gens, elle se trouve améliorée. On a fait le tour de table tout à l'heure. Tous les gens disaient, moi, ce que j'aime bien, ce qui me rend de bonne humeur le matin, c'est de voir le soleil. Ce qui me rend de bonne humeur le matin, c'est d'entendre un oiseau. Eh bien, en fait, en remettant le biotope dans la ville, là, la construction, elle devient positive. Cette tour de Boéry est assez surprenante. C'est l'équivalent d'1 hectare de forêt qui sont plantés sur cette tour. La construction positive aussi, c'est la construction qui peut dépolluer sans qu'on ait rien à faire. Donc par photocatalytique, on peut avoir des façades qui sont à la fois élégantes d'un point de vue architectural et qui à la fois amènent une certaine filtration des éléments nocifs dans l'air. Le béton aussi peut jouer son rôle, il n'y a pas que du bois. Cette photocatalytique, elle est en train d'arriver dans le béton, on est en train de faire des façades qui sont capables de piéger des éléments nocifs, et là, la construction, elle est aussi positive. Et puis ça va même plus loin, ça va dans les revêtements de sol, ça va dans les moquettes, ça va dans les peintures. Et puis, la santé. La santé est au cœur du sujet aussi. La construction positive, si elle améliore la santé. Et si, sans rien faire, la construction améliorait la santé. Là, vous avez l'exemple des Maggie Center. C'est assez incroyable, cette histoire. C'est une dame, malheureusement, qui est morte du cancer, Maggie Jenks, qui a travaillé avec les plus grands architectes au monde. Rem Koolhaas ici, mais Gehry et d'autres ont travaillé à ses côtés. C'est tout simplement l'idée de dire, dans un hôpital où on est pour se faire soigner, il n'y a pas d'endroit où on peut se reposer, se mettre un peu à l'écart. Là, on est à Glasgow, c'est un hôpital un peu austère, et il y a Rem Koolhaas qui a, dans le cadre du projet Maggie Center, créé des centres où on est en convalescence. Les études ont prouvé qu'on a 30% de plus de rapidité pour guérir en convalescence, et là, la construction, elle est positive. Il n'y a rien à faire, on est dans ces espaces et on se sent mieux. La construction positive, elle peut être aussi positive pour les enfants. Aujourd'hui, on sait que la thérapie par la lumière, par les couleurs, là on est à Chicago, sur un projet de Mi-Kyung Kim, architecte, où là on est tout un jeu de couleurs, de dispositifs qui vont faire que les enfants qui sont affectés par diverses pathologies se sentent mieux, guérissent mieux. Là on est dans un espace pour autistes, pour des enfants autistes, on est dans la lumière, dans le toucher, dans les sens, et là la construction aussi elle est positive. Parce que c'est des dispositifs où les enfants réapprennent à toucher des matières qui ne sont pas lisses, qui sont différentes, des couleurs différentes. La construction positive dans la ville aussi, des espaces qui étaient insalubres, qui n'étaient plus utilisés. Et bien finalement, là c'est Stephen Hall qui s'empare de la High Line de New York et qui va créer dans la ville un cheminement vert où les gens retrouvent une convivialité, retrouvent du social, et là c'est positif pour l'homme, forcément ce type de construction. On connaît ça aussi en France, on connaît ça à Nice avec Michel Pénard, on connaît ça aussi à Grenoble avec Christian De Villers. Ces dispositifs urbains où finalement on retrouve le déplacement doux, la convivialité, le parcours, et c'est plus la ville pour la voiture, c'est la ville pour l'homme. Même à l'intérieur des logements, à l'intérieur des habitats, dans le tertiaire, dans l'université ici, Cooper Union à New York, on est avec Morphosis, des dispositifs où finalement l'escalier il est tellement sympa qu'on ne prend plus les ascenseurs. Donc ça c'est aussi positif parce que les gamins qui sont un peu obèses parfois ou qui ne font pas assez de sport, ils prennent l'escalier à nouveau. Et là la construction elle est positive. Et puis alors, hashtag rooftop party, cette façon aussi positivement d'aller rechercher le toit, d'aller chercher le ciel. Ces constructions ici, on est avec Sou Fujimoto qui n'a pas gagné à Bordeaux mais qui aurait pu, avec cette idée d'une déambulation en hauteur, et les gens de la ville peuvent monter les escaliers qui sont sur le côté et aller déambuler dans le ciel. Là on est dans Réinventer Paris avec Jacques Ferrier, dans cette même idée que finalement on se réapproprie des espaces où on n'allait plus, et là c'est vraiment extrêmement positif d'aller chercher des lieux où avant c'était uniquement on entassait de la technologie, du technique.
Donc ça, c'est un projet dessiné, mais c'est un peu cet esprit de passerelle à Stockholm, dans l'esprit des projets que je vous ai montrés. Et puis alors, ce qui est positif aussi, c'est de re-questionner la ville. La ville, quand on oublie son patrimoine, si on laisse ce patrimoine tomber par terre, finalement, on peut devenir schizophrène s'il n'y a plus de traces du passé dans la ville. Là, ce travail, par exemple, à Zach Braza avec Youssef Tomé, où on re-questionne des anciens hangars et on va faire une nouvelle ville à l'intérieur. Vous connaissez la salle à tracer, cette idée aussi d'aller dans des lieux où il y a eu du travail et on y remet du travail. Et ça, c'est positif pour les gens qui vont y venir parce qu'ils ne rentrent pas dans un bureau lambda. C'est extrêmement intéressant. Et puis, je ne pouvais pas m'empêcher de vous mettre quelque chose de positif, aussi en termes de vieille industrie qu'on vient réaménager. Ça, c'est pour l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Et c'est une usine anciennement qui faisait de l'air comprimé. Je vais y revenir. La biodiversité dans la ville, on en a parlé, c'est essentiel, c'est ce qui nous rend bien. C'est une école ici, là, où on crée des aspérités pour qu'avec Chartier d'Alix, on ait des animaux, que la vie reprenne. Et ça, c'est positif pour les enfants, c'est positif pour la nature. C'est aussi des murs végétalisés où on retrouve à nouveau une certaine forme de biodiversité en ville, des nichoirs intégrés aux façades. Tout ça, c'est extrêmement positif et c'est qu'un acte de construire pourtant. J'ai passé le premier. Maintenant, l'adaptabilité. L'adaptabilité au changement. Alors, on a vu qu'on allait questionner le construire autrement, le construire avec le matériau bois. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous voyez tous, la tour en bois, c'est vraiment un Graal qu'on est tous en train d'aller chercher et on va le faire. Si on avait dit il y a 10 ans, on va construire des tours en bois, on aurait dit c'est pas possible et en fait, on est en train de le faire. Donc, c'est possible de construire autrement sur des projets de grande ampleur. Et là, le bois, c'est aussi un élément biosourcé. On s'adapte à la pénurie de matières premières qui nous arrive. Ici, on est en cradle to cradle, vous connaissez cette théorie, c'est le Parlement de Bruxelles, où on est dans une logique de menuiserie qu'on va utiliser, qu'on va recycler. Alors là, un peu plus fun, mais c'est devenu the place to be en fait, à Bali. Alors là, c'est de la vraie récup et ça peut faire de la vraie archi. Et ça peut envoyer du lourd. Et puis, on peut même aller jusqu'à dire on va construire pour savoir déconstruire. Là, c'est vraiment construit. Ce bâtiment, c'est la Réos que vous voyez là. Elle est faite pour pouvoir être déposée demain. Et finalement, le bâtiment devient une vraie banque de matériaux. Et là, c'est positif d'avoir un bâtiment qui, non seulement on achète des mètres carrés, mais on achète aussi une banque de matériaux. Et ça, grâce au BIM, bien entendu, ça va nous aider à faire ça. Ce qui peut être positif aussi, c'est de créer des nouveaux matériaux. On est aussi moins d'empreintes. Et là, on est sur des systèmes constructifs avec un Américain qui s'appelle Michel Joachim, qui est en train de créer des matières avec des champignons qui poussent dans des moules et ça fait des pièces pour construire. Et on va plus loin, c'est-à-dire est-ce qu'on va toujours prélever pour pouvoir construire? Là, on est aussi dans la biominéralisation, c'est des bactéries qui remettent du calcaire sur les bâtiments qui sont abîmés par le temps. Ça, c'est très positif. Et puis finalement, l'énergie, si on regarde l'énergie aujourd'hui, c'est plus problématique et c'est même positif de mettre dans la ville des systèmes qui sont à la fois élégants et qui créent de l'énergie. Vous voyez, ici, on a un vrai changement de paradigme avec des tuiles qui sont photovoltaïques. Ici, c'est avec Engokuma, on est dans le photovoltaïque, mais c'est en plus de beaux bâtiments. Et le photovoltaïque n'est pas un problème esthétique, c'est même un problème qui peut valoriser. L'éolien intégré, c'est la même logique dans des pylônes. Ça, c'est positif de se dire il y a de la place, on capte le vent. Et puis l'énergie, on peut la capter ailleurs, dans le second œuvre, dans des dalles électriques, on peut la capter. Notamment, c'est ce que cherche à faire Charrier TP, la chaleur du sol dans la route. Et puis Wattway, vous avez entendu parler, le photovoltaïque intégré à la rue. Les îlots de chaleur, l'adaptation aux îlots de chaleur, ça c'est un vrai sujet. Comment la construction peut être positive pour s'adapter aux îlots de chaleur? C'est prouvé. Aujourd'hui, quand vous avez de l'eau, vous avez moins chaud l'été. Quand vous avez des couleurs plus claires, vous avez moins chaud. Quand vous avez du noir, ça va condenser la chaleur. Eh bien, en fait, on peut faire une architecture positive au sens qu'on comprend comment s'adapter aux îlots de chaleur. Par la lame radiative, par exemple, ou simplement en prenant le vent. À Masdar, ici, avec Foster, on est en train de refaire ce que les anciens faisaient. On utilise le vent et c'est positif de construire quelque chose de façon passive pour avoir je pense à BDM en disant ça, des courants d'air frais quand les climats sont un peu durs. Et puis, on peut aller plus loin, même faire rentrer l'air dans les planchers. Ça coûte rien et ça fait un free cooling la nuit. Et puis la façade, elle est héliotrope aussi, si nécessaire. Et puis on va plus loin. La construction positive adaptative, c'est capter l'eau qu'on n'a plus. C'est des constructions ici prototypes, mais qui sont capables de créer sur des mailles une captation de 100 litres d'eau par jour par tour. Et ça, dans des pays à grande sécheresse, on est en train de s'adapter au réchauffement climatique. La construction en soi aussi est positive.
Ça, c'est la même chose au Mexique, je passe. L'adaptation, c'est aussi la construction de digues, de biotopes à nouveau pour se protéger à Manhattan, à New York. Les plus grands architectes travaillent là-dessus. Comment faire pour que New York, avec 1 mètre de plus d'océan, ne soit pas une ville noyée? Il y a aussi une construction positive possible pour l'adaptation à la montée des eaux. Et ça, c'est encore plus vrai dans des pays encore plus affectés par ça. Là, on est sur un projet au Niger de bâtiments flottants parce qu'il y a des zones où on ne pourra plus habiter, il y aura de l'eau et l'eau va monter et c'est ce qui va nous arriver. Et là, la construction adaptative, elle est positive. Ça, c'est un peu plus barjot. Vincent Caillebourg, un architecte français qui a été payé pour faire un vrai projet, possiblement d'études théoriques sur comment habiter en flottant sur l'eau en utilisant les feuilles de nénuphar. Et là, on s'adapte aussi autrement à l'érosion, la construction qui s'adapte à l'érosion des sols. Ça aussi, c'est un vrai enjeu. Là, on a 2 projets, un ici en Chine avec MVRDB que tout le monde connaît, où on construit pour empêcher la montagne de tomber sur les gens. Là, ici, on a une ancienne carrière en Chine qui est polluée. Et en fait, au lieu d'aller faire la énième station balnéaire au bord de la mer, en fait, on crée un complexe touristique dans un lieu où plus personne ne voulait aller. En soi, c'est peut-être un peu délirant ce projet, mais ça pourrait être assez positif de se dire un lieu où personne ne va, on le dépollue et on construit quelque chose qui est moins polluant en le dépolluant. Un peu plus fou encore, pourquoi construire toujours? Pourquoi on ne pourrait pas inventer l'OVNI migratoire, l'objet flottant non identifié? Ça, c'est un projet de stade flottant. C'est absurde de construire des stades de 50 000 places à chaque Coupe du Monde et ça ruine des pays. Pourquoi pas imaginer une construction positive où on déplace les stades là où il y a des événements et on suit la migration des touristes ou la migration des gens qui vont voir le football. Ça serait peut-être plus intelligent. Alors, si on pousse le vice, Zopini a inventé carrément la ville flottante pour que des touristes, au lieu d'aller agréger les côtes, ils vont là où il fait beau, ils se mettent en mer et le système est autonome. J'ai bientôt fini. Maintenant, imaginez-vous le rêve, la production de richesse sur le bâti. La production de valeur, vous habitez à un endroit et ça crée quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Alors, on connaît ce projet de XTU, forcément avec des algues, on fait pousser des algues sur les façades, ça peut être architectural, ça peut être pas forcément vilain, ça c'est à réinventer Paris, mais on peut aussi faire pousser des légumes, on peut faire pousser des choses, ça c'est la ferme urbaine à Paris, à Jaurès-Ourcq. On peut même dire qu'il y a des petits modules qu'on met sur les toits et on fait à la fois de l'aquaponie et de la culture collaborative avec son voisin en plaçant un module sur son toit. On sait aussi qu'on fait aujourd'hui de l'hydroponie, on fait de l'aéroponie, on fait de l'aquaponie. C'est en train d'arriver, la matière, on commence à produire de la matière nourricière dans la ville, dans la construction. En cela, on crée de la richesse en plus de l'acte d'habiter. Et on peut aller plus loin avec une pisciculture intégrée à des centres commerciaux, ça c'est en Chine, ou voire même des tours où finalement on intégrerait une pisciculture à l'intérieur de sa tour avec un côté esthétique, un côté de culture piscicole, c'est la pisciculture intégrative. Et pareil, la ferme flottante, ça, il y a des vrais projets aussi qui sont dans les cartons pour aller construire des fermes en mer et une construction qui amènerait aussi cette production de valeur. Les insectes, on va bientôt en manger tous. Donc là, on a des projets où on construit dans la ville des structures qui vont permettre de faire pousser des insectes. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, mais il y a des projets comme ça, il y a des gens qui travaillent là-dessus. On peut aussi stocker de l'énergie. Ça, c'est la tour intégrative à stockage d'air comprimé. Et je vous parlais de l'air comprimé parce que vous savez qu'il y a un siècle, l'air comprimé a failli. Il y avait une lutte acharnée entre l'électricité et l'air comprimé. Et on a tous oublié ce qu'on pouvait faire avec l'air comprimé. Imaginez-vous que vous avez une technologie de stockage ENR qui soit à base d'air comprimé. Vous pourriez même utiliser l'énergie air comprimé en tant que telle. Et là, votre tour, elle est positive parce qu'à la fois, vous pouvez alimenter tout ce qu'on peut imaginer dans un logement, du réfrigérateur à la machine à coudre. Dans le bureau, vous pouvez aller alimenter le ventilateur, éventuellement l'horloge, mais encore mieux. On peut imaginer l'immeuble positif au sens zéro waste, aucun déchet. Parce qu'avec la pression, on détruit toutes les matières organiques de l'immeuble dans un incinérateur à pression. Ça existe. Le Roux et Lotz font ça en Pays de la Loire. Et en fait, l'immeuble ne crache plus que des molécules primaires. Et on n'a plus de déchets. On peut même alimenter des véhicules avec de l'air comprimé. Enfin, imaginez-vous un immeuble où il produirait de l'eau potable. On sait qu'on va avoir un problème d'eau potable. C'est un immeuble qui irait chercher de l'eau polluée dans une nappe, le filtrerait sur lui-même et le réinjecterait dans la nappe, voire le consommerait. Ça, c'est l'immeuble
qui est en fait une centrale de production d'eau potable, denrée rare dans les années qui vont venir. Et alors enfin, avant-dernière diapo, l'immeuble photovolt. Ce sont des plantes qui créent ici de l'énergie électrique pour allumer des LED, pour avoir un éclairage sympa la nuit. Et c'est uniquement des bactéries recrachées dans la terre qui vont faire qu'on a une dégradation du cycle de l'hydrogène pour faire une cathode, une anode. Et on peut même allumer une ampoule connectée. Dernière image, encore plus folle. Là, c'est 3 marches au-dessus, c'est pas 2. C'est l'immeuble qui prend le carbone et crée de la matière avec. Et là, si on fait tout ça, la construction sera positive.